C'est bon? Très bien. Okay. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter une première situation qui illustre, comme l'a dit Pierre, la première partie de l'ouvrage qui traite plutôt des questions des enjeux de processus de spécialisation, diversification des modèles. Et je vais m'appuyer sur une expérience, enfin un territoire au Brésil, donc qui est l'ouest du Santa Catarina. Donc c'est un petit État au sud du Brésil, comme on peut le voir sur la carte, donc une région rurale avec des pôles agricoles et des villes secondaires. Et donc c'est une région qui s'est spécialisée dans la production de viande et de volaille donc pendant plusieurs années. Cet État du Santa Catarina, on peut peut-être souligner qu'il a un modèle de développement de longue date qui est reconnu comme original par rapport à d'autres États au Brésil, avec un territoire qui a un développement relativement équilibré, toutefois remis en cause depuis une dizaine d'années du point de vue de sa durabilité. Il faudrait, je précise aussi que c'est un État qui repose beaucoup sur la présence d'un modèle agricole qui est autour de l'agriculture familiale, une agriculture diversifiée, une agriculture autonome, qui est un peu l'héritage de la colonisation européenne que le Brésil a connue au début du XXe siècle. Alors, pour aborder cette analyse des processus de spécialisation, diversification, en fait, on s'est attelé à essayer de répondre à des questions, essayer de saisir les dynamiques et les processus qu'on avait en jeu. J'ai plein de soleil dans la tête. Non, et ensuite, on a essayé de repérer les déterminants de ces processus, comment on expliquait ces changements et ces évolutions, et en quoi ça remettait en cause aussi les modalités de coexistence de ces modèles. Alors, un résultat majeur, c'est qu'on a vu que finalement, ce processus de spécialisation, diversification, il s'est déroulé, on va dire, d'un point de vue historique en 3 temps, que je vais rapidement présenter. On pourra y revenir ensuite plus en détail. Donc, le premier temps, c'est le début des années 70, où finalement, on a une volonté, une ambition gouvernementale au niveau du gouvernement fédéral de moderniser l'agriculture. Et la référence en place à ce moment-là, dans ce cadre de ce programme, c'est vraiment le modèle industriel ou agro-industriel. Et ça se traduit dans le territoire par la mise en place, le soutien d'outils industriels, donc unités d'abattage ou de transformation, et l'émergence de nouveaux besoins. Alors, c'est quoi ces besoins? En fait, c'est finalement, quand on a une industrie qui arrive, qui s'installe, il faut nécessairement augmenter les volumes de production et investir aussi dans la professionnalisation des agriculteurs et la qualification des ouvriers des industries. Donc, il y a eu plusieurs innovations, et notamment une très importante qui a été une nouvelle relation contractuelle en fait, entre les producteurs et les industries. Et donc, c'est ce qui est la production intégrée. Et c'est ce qui a permis un petit peu ce démarrage de la spécialisation de ce territoire vers de la production, transformation de produits carnés. Ce qu'on peut analyser avec le recul, c'est que finalement, pendant une certaine période, à ce démarrage, il y avait vraiment une relation gagnant-gagnant entre agro-industrie et agriculteurs. Et ça a vraiment motivé aussi les acteurs publics à continuer de soutenir l'émergence de ce système. Et deuxième élément, peut-être à la fin de cette phase d'élément de précision à retenir, c'est que finalement, malgré cette tendance à la spécialisation, on avait tout de même le maintien d'une relative autonomie des agriculteurs, puisque les agriculteurs avaient un atelier de production de volailles, par exemple, mais restaient aussi polyculteurs élevage et étaient responsables de la production de l'alimentation pour leurs animaux. Donc ça, c'est quelque chose qui va durer pendant plusieurs années. Et si on regarde un petit peu les interactions et les jeux d'acteurs qu'on avait dans cette phase et un petit peu plus tard, on a vu que finalement, il y avait différents acteurs qui contribuaient et qui œuvraient à répondre à la mise en place et à l'émergence de ce modèle de spécialisation et ce modèle agro-industriel. Et un responsable du développement du territoire nous disait finalement à cette époque, tout ce qui était bon pour l'agro-industrie était bon pour le territoire. Tout ce que l'agro-industrie pouvait proposer, en fait, les institutions, les universités ou les centres de recherche aider et accompagner l'industrie à développer ce modèle. Donc ça, c'est une première période importante qui s'est maintenue
au cours du temps, au cours de la deuxième phase, où on continue à se spécialiser et on commence à se concentrer. Et donc, cette concentration et cette spécialisation, finalement, elle a contribué à ce que les industries soient reconnues au niveau national et international. Mais il y a aussi l'installation de nouvelles entreprises, bien sûr. Mais en parallèle, on a d'importants signes et des risques de spécialisation excessive qui sont dénoncés. On a par exemple le fait de concentrer et d'augmenter les productions dans les parts, dans les exploitations agricoles, pose des problématiques de gestion des effluents, dépollution de l'eau et un fort impact social, puisqu'en fait, il y a une grande part des éleveurs qui étaient au départ sur un système relativement équilibré, qui n'ont pas suivi le chemin de l'intensification, se seront trouvés exclus. Donc, on a par exemple dans le schéma que je vous présente à côté, l'évolution des éleveurs de porcs entre 80 et 95, et donc on passe de 67 000 à 20 000. Et autre point important, donc ce qu'on retient de cette période, c'est ce mouvement contestataire et une forte mobilisation pour une remise en cause du modèle agricole en place qui fait référence au modèle industriel, mais aussi de l'autre côté une perte forte de l'autonomie des agriculteurs avec des tensions nouvelles entre industrie et éleveurs, malgré le maintien de ces productions intégrées. Et ça nous amène en fait dans une perspective, dans un troisième temps, donc plus récent, qui démarre en fait au moment de l'ouverture du Brésil à l'ouverture de l'économie mondiale. Il y a une ouverture du Brésil. Et finalement, ces agro-industries sont sous le coup de la remise en cause de leur compétitivité, puisqu'elles sont en concurrence maintenant avec des productions internationales. Et donc, il va y avoir en fait deux types de stratégies qui émergent et qui reposent distinctement sur deux modèles de développement différents. Donc, les agro-industries, en fait, elles vont essayer pour échapper un petit peu à ces problèmes environnementaux qu'ils connaissaient dans la région d'origine, vont commencer à étaler, à aller rechercher des aires d'approvisionnement. Ils vont aussi un petit peu transformer et valoriser leur savoir-faire industriel en investissant non plus sur des produits ou la diversification de produits, mais aussi sur la valorisation de leur savoir-faire. Donc aujourd'hui, il y a une grande foire Mercoagro dans l'ouest de Santa Catarina, qui est mondialement connue et qui est vraiment le centre qui permet au territoire d'être reconnu comme un centre d'excellence des industries agroalimentaires. En parallèle, il y a vraiment eu une très forte structuration et mobilisation sociale, donc des agriculteurs et des agricultures familiales, donc des familles, alors les exclus et ceux qui n'étaient jamais rentrés dans le système agro-industriel, qui n'ont jamais été producteurs intégrés. Et donc, cette mobilisation, en fait, elle revendique un modèle fondé sur la coopération, la solidarité, la recherche de technologies moins coûteuses et meilleures préservatrices des ressources naturelles. Et donc, apparaissent ainsi, comme vous pouvez voir dans l'image en dessous, donc, des petites unités de transformation artisanale qui se multiplient, qui se mettent en réseau et qui approvisionnent le marché local dans la région. À noter également à cette période, on est au moment du gouvernement Lula, et donc un important soutien des acteurs publics en faveur des agricultures familiales. Donc, c'est plus l'agro-industrie qui est uniquement soutenue, c'est aussi ces dynamiques de propositions nouvelles, alternatives pour l'agriculture familiale. Alors là, j'ai repris un petit peu le même schéma, et finalement, ce qu'on remarque dans le jeu d'acteurs, c'est que finalement, là, on l'a représenté au centre, mais globalement, le message qu'on voudrait faire passer, c'est que l'agro-industrie, en fait, elle devient un acteur parmi d'autres et qu'il y a surtout coexistence parmi ces différents acteurs de différents modèles et de différents projets pour le territoire. Donc, en termes de conclusion, je voudrais confirmer que finalement, ce qu'on voit en étudiant l'histoire et les processus de diversification et d'adaptation, tout ça, ça s'inscrit vraiment dans un même processus. Et ce qu'on a appris dans la première phase, des qualifications obtenues dans la première période, en fait, servent aussi et dépannent et servent à des projets de diversification. Certes, il y a des réponses à des opportunités d'un marché ou des nouvelles demandes sociales, ou sociétales ou environnementales, mais c'est des éléments qu'on doit relire dans la continuité. Un élément important de conclusion que je souhaiterais souligner, c'est que finalement, ces processus de spécialisation, de diversification
en fait, il repose énormément sur une coordination efficace, des jeux d'acteurs en place et le soutien d'acteurs publics. Et donc, on peut avoir soit, comme on a vu dans la première période, une forte cohérence des projets d'acteurs vers un même objectif, spécialiser le territoire, mais on peut aussi avoir, comme ça l'est actuellement aujourd'hui, des postures différenciées des acteurs, donc certains rejetant complètement le modèle, voulant se positionner en rupture avec le modèle agro-industriel, et d'autres qui acceptent et tolèrent la coexistence passive des modèles de développement. Et puis, dernier point avant de conclure, c'est, pour terminer, c'est bien souligner l'interdépendance de ces deux modèles et de leur évolution. Je crois que j'ai fini. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup Claire pour avoir tenu le temps. Donc, ce qu'on vous propose maintenant, c'est un petit temps de discussion. On a 10 minutes. Donc, vous n'hésitez pas soit à mettre des commentaires ou des questions dans le chat ou alors de lever la main. Moi, je voulais juste souligner par rapport à l'exposé de Claire qu'on voit bien l'importance de regarder les processus sur le temps long et d'avoir l'histoire des processus. Et puis, d'autre part, d'avoir su articuler aussi à la fois les dimensions spatiales, temporelles et puis ces écosystèmes d'acteurs qui bougent et qui évoluent au cours du temps. Je pense qu'on a vraiment besoin d'avoir cette vision un peu systémique qui prend en compte l'ensemble des éléments. Alors, je ne sais pas si Jean Bourliaud veut parler parce que du coup, son écran est passé en avant. Ou sinon, il y avait Guy Durand qui avait fait un commentaire. Ça a coupé ou... Intervenir ou poser des questions. On a perdu Sylvie. Ah, c'est bon. Ouais. Sylvie, tu es revenue. Ouais, tu es revenue. Comment ça, vous ne m'entendez pas? On a juste une petite coupure, mais ça va, on t'entend bien. Là, vas-y. Ok. Alors, Guy nous dit qu'on se croirait en Bretagne. Voilà, oui. il faut peut-être argumenter cela. Voilà, donc en fait, oui, Guy, typiquement, on a eu un projet qui a été conduit avec des collègues de l'INRAE et de Angers également, et donc des collègues brésiliens de l'université et de l'EPAGRI. Donc, c'était un projet justement qui regardait la question de l'aviculture. Et finalement, on a comparé l'aviculture en Bretagne et l'aviculture dans le Santa Catarine et dans le centre-ouest. Et effectivement, le Santa Catarine était nos Bretons d'un point de vue... c'était les mêmes systèmes de production en fait très diversifiés et donc relativement peu au départ spécialisés et qui ont été... C'est un petit peu les mêmes trajectoires que ce qu'on rencontre en Bretagne, effectivement. Donc il y a des travaux, il y a eu des publications là-dessus, je pourrais vous donner des références sur ces travaux qui montrent la proximité bretonne dans le Santa Catarina. Du coup, Claire, il y a une question de Frédéric qui demande s'il y a des effets d'appartenance culturelle dans les phénomènes, en particulier, par exemple, les colons italiens, allemands, etc. Est-ce qu'il y a des dimensions culturelles qui apparaissent? Alors, en fait, oui, c'est la culture et notamment l'alimentation et les savoir-faire. En fait, tout ce qui est... Donc, c'est très lié à la colonisation italienne, allemande, donc qui est arrivée dans cette région, donc, soit par le sud, le Rio Grande do Sul, et qui sont venus s'installer au début du XXe siècle. Et en fait, tout ce qui est valorisé aujourd'hui par les agricultures familiales sont des produits, ce qu'on appelle les produits coloniaux, et ont une forte connotation culturelle. C'est vraiment les produits traditionnels qui viennent d'Italie, qui viennent d'Allemagne. Donc, on retrouve les saucissons, salami et autres qu'on connaît en Europe. Donc, il y a vraiment le maintien de cette culture italienne et allemande et d'autres cultures aussi. Donc, plutôt une culture à tendance européenne qui s'est croisée avec d'autres cultures locales, bien sûr, mais quand même des produits typiques qui sont revendiqués par les acteurs et qui portent aussi ce modèle de développement alternatif, on va dire, à l'agro-industrie. D'accord.
du coup, Frédéric Fortunel qui disait « Je pensais plutôt à la propension à s'intégrer en relation aux origines culturelles ». Alors, oui, est-ce qu'il pourrait prendre la parole Oui, pour, Oui, bonjour, pardon. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'était en fait, est-ce que la capacité des agriculteurs à s'intégrer dans les grandes chaînes avicoles ou porcines, est-ce que c'était les Italiens qui avaient plus propension à le faire que les Allemands, ou finalement il n'y a pas de spécification culturelle à la propension à s'intégrer dans les systèmes que vous observez? En fait, on n'a pas regardé comme ça. Effectivement, c'est une question. Alors, j'ai des collègues brésiliens dans la salle, donc peut-être qu'ils pourront répondre. Moi, je vais répondre, mais en fait, il y a quand même des familles qui étaient entrepreneuses, hein, donc qui ont permis d'être les supports en fait de la volonté de l'État de développer ces choses. Donc, c'est des familles d'origine italienne. De là à dire que les Allemands n'étaient pas, je ne rentrerai pas là-dessus parce que je pense que tout le monde a été associé, donc je n'irai pas sur une proportion particulière d'une origine particulière entre Italie, parce qu'il y a eu beaucoup d'origines différentes, hein, donc c'est pas forcément lié aux Italiens. Je vais demander à Ademir Cazé qu'est-ce qu'il en pense après. Voilà. D'accord. Peut-être en attendant un autre commentaire de Dominique Le Breton qui va peut-être pouvoir prendre la parole aussi. Il dit « Cela nous montre que le modèle agricole est bien une question politique ». Mais est-ce qu'il pourrait nous expliquer qu'est-ce que c'est qui montre que le modèle agricole est une question politique, et pour qu'il compléter son commentaire? Est-ce que Dominique Le Breton veut bien prendre la parole? Oui, c'est simple, ça a été démontré que en fait le président Lula, enfin son gouvernement a favorisé un type d'agriculture et qu'il y a eu une modification en fait du système, quoi. Enfin, moi je l'ai compris comme ça toujours, hein. Oui, alors c'est peut-être justement l'importance en fait des acteurs publics et des projets politiques, vous avez raison, hein, qui vont soutenir ou pas en fait parce qu'en fait les modèles existaient, étaient déjà en présence depuis longtemps, hein, il y a toujours eu cette coexistence, mais pas construite en termes de modèles et pas en termes de revendication d'un projet politique des acteurs. Donc ça, c'est vrai que la venue de Lula n'a pas éliminé la vision et le modèle agro-industriel, mais en tous les cas a permis à des petites unités de transformation d'adhérer à des programmes de développement, d'amélioration de leur unité de transformation. Ouais. Alors, il y a peut-être une question par rapport à cette dynamique de spécialisation et de diversification. Est-ce que vous avez observé des dynamiques de différenciation sociale des agricultures en lien avec ces pratiques ou stratégies d'adaptation? Un peu complexe de Emma Kermirfi, et sachant que normalement, on est dans le temps pour passer à l'exposé d'après. Donc, je ne sais pas si Claire, tu as… Alors, peut-être très rapidement, en tous les cas, au début, oui, et même aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a quand même je l'avais mis dans la présentation, mais je ne l'ai pas cité, il y a eu un moment, c'est un agriculteur qui me disait, finalement, il y a ceux qui prennent le train et il y a ceux qui ne le prennent pas. Ceux qui ne sont pas dans la production intégrée sont des, entre guillemets, pas des très bons, quoi. Au départ, c'était un peu ça le discours. Et donc, une différenciation où tu as un atelier de volaille ou tu n'en as pas, quoi. Quelque part, ça différencie effectivement. Après, aujourd'hui, c'est quelque chose… On a aussi les agro-industries, les petites unités de transformation qui sont aussi porteurs de forté. Et donc, il y a aussi des dynamiques sociales. Donc, c'est un petit peu plus complexe que de raisonner comme ça. Je vous remercie en tous les cas des questions qui sont stimulantes.